Bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode du balado hors-série Inclusion de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je me présente, Sébastien Vachon, co-directeur du comité idéation contenu de la JCM et directeur en gestion de talent du cabinet de recrutement La Tête chercheuse. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du recrutement inclusif avec mes invités Tina Prangic, fondatrice d'Élance, ainsi que Caroline Roche, fondatrice de Tierco. Merci à vous deux d'abord d'avoir accepté l'invitation. Bien, écoutez, lançons-nous dans le vif du sujet pour commencer. Une question quand même assez large pour nous lancer dans la discussion. Quelle est votre vision de l'inclusion en milieu de travail en 2025? Grande question. C'est qui commence? Vas-y, Caroline. Vas-y, je t'en prie. OK. L'inclusion, ben, je pense que je vais y aller avec un peu comment on le définit chez Élance. Ça va être plus simple pour moi et pour tout le monde. Là. Pour nous, l'inclusion, premièrement, ben, c'est pour tout le monde. Je pense que je vais comme vraiment mettre l'emphase sur le fait que c'est pas une question de LE versus nous versus XY groupe ou sous-groupe. Là. C'est pour tout le monde à la base. Et l'objectif de l'inclusion, c'est accueillir la différence ou toute personne dans nos milieux, mais aussi les mobiliser, aussi être capable d'assurer une participation active et un avancement là, dans ton milieu de travail. Donc souvent, c'est un peu les 3 piliers chez Élance sur lesquels on se base pour définir l'inclusion en milieu de travail. Très belle définition que je rejoins évidemment. D'introduction. Oui, absolument. En fait, aujourd'hui, on tourne cette capsule-là, puis c'est la Semaine nationale de l'accessibilité. Alors, j'ai envie de reprendre justement le thème de cette année 2025, qui est « Éliminons les obstacles ensemble, ouvrons la voie vers un avenir inclusif ». Alors, ça rejoint pas mal aussi ma vision de l'inclusion en milieu de travail. Je pourrais même reprendre une autre image, parce que j'aime beaucoup l'idée de l'ouverture. Hein, tu as parlé d'accueillir, donc ouverture à l'altérité, à l'autre qui est différent de moi, qui est complémentaire de moi. Et j'aime beaucoup prendre l'image en fait de l'orchestre symphonique, où chacun a sa place, son rôle, son instrument, ses compétences, sa sensibilité. Mais c'est vraiment en jouant ensemble que on s'écoute, on se respecte, on collabore, et ensemble on peut créer une symphonie. Puis ça prend aussi un espace dans lequel on peut s'entendre. Donc pour moi, un milieu de travail inclusif, c'est vraiment ça. C'est de s'assurer que tout le monde a sa place, sa voix et les conditions pour pouvoir s'épanouir et contribuer pleinement en fait, à la richesse collective. Intéressant comme schéma quand même, l'orchestre symphonique. Ouais. Intéressant. Sur une note plus personnelle, pour poursuivre la discussion, les gens qui nous écoutent en ce moment, pouvez-vous nous partager un petit peu, vous, comment vous avez vécu votre expérience sur le marché du travail québécois dans votre intégration? Mais de mon côté, moi, personnellement, j'ai pas immigré au Canada. Là. Mes parents sont réfugiés, puis ils sont avec ma sœur, mais moi, je suis quand même née à Montréal. Donc, de mon côté, c'est sûr que j'ai plus grandi dans cette vision de toujours comprendre la différence, toujours voir la différence entre moi, ma sœur et mes parents. Tu sais, même aller à l'université, c'était plus compliqué pour ma sœur d'appliquer. C'est comme les petites choses comme ça qui, des fois, sont pas tant importantes, disons, significatives, qui s'accumulent avec le temps que t'es comme « Ah, j'ai plein de petits privilèges. » Puis sinon, il y avait vraiment une plus grosse différence entre la discrimination que mes parents vivaient et ont eu à vivre versus nous, par contre, qui sont soit on a grandi à Montréal, où je suis née dans mon cas. Là, mes parents, leurs diplômes étaient pas valides ici. Donc, ma mère a recommencé sa vie au complet. Okay. Donc, on a un peu un parcours un peu classique, là, les immigrants réfugiés qui arrivent avec rien. Et donc, en plus, les diplômes sont pas reconnus. Donc, on recommence une vie à zéro, là, pas mal. Mais de mon côté personnel, j'ai plus grandi avec une perspective très allumée de « Ah, OK, je vois tout le temps une petite discrimination, une différence. » Puis je reconnaissais mes privilèges. Puis ça m'a justement poussée vers mes études, là, en études du genre, de l'activisme social, puis des approches féministes, à cause que toute ma vie, je comprenais cette différenciation, disons. Je la voyais, en tout cas. Est-ce que c'est eux qui t'ont transmis ce désir de contribuer en termes d'inclusion et tout ça? Je présume que oui, on a vraiment des valeurs sociales, valeurs humaines, d'entraide très poussées. Ma sœur aussi a fait beaucoup de communautaire. Elle a aussi beaucoup été en justice sociale dans son parcours de carrière. Donc, c'est clairement des valeurs familiales. Puis on est 2 personnes très ambitieuses, puis on aime ça redonner, puis on utilise nos capacités pour être capable de redonner aux autres de manière différente selon nos parcours. Là. OK, intéressant. Ouais.
Wow. Et toi, Caroline? C'est tellement inspirant de t'écouter, Tina. En fait, tu sais, la question, elle est sur mon intégration sur le marché du travail québécois. Mais en écoutant Tina, tu sais, je pense à ma première immigration parce que, en fait, j'habitais dans plusieurs pays dans le passé et ma première immigration n'était pas choisie. J'ai grandi en France. Je suis née en Corée du Sud. Alors, je fais partie de ces centaines de milliers d'enfants adoptés venus de Corée. Donc, c'est vrai que cet attrait à la différence, ce rapport à l'autre, je l'ai vraiment, il a toujours été en moi tout au long de ma vie. Et lorsque je suis arrivée en 2019 au Québec, donc il y a à peu près 5 ans et demi maintenant, bien, je suis venue avec ce bagage-là, je dirais, personnel, des études aussi en droit humain, donc qui ont été évidemment influencées par mon histoire personnelle. Et lorsque je suis arrivée au Québec, en fait, je dirais que mon parcours, mon intégration sur le marché du travail, s'est vraiment faite en 2 temps. D'abord, en tant que travailleur, parce que, comme un petit peu tout nouvel arrivant, j'ai été faire une recherche d'emploi. Je ne te connaissais pas, je connaissais pas la tête chercheuse à l'époque. Donc, recherche d'emploi en ligne, salon de l'emploi, les programmes d'accompagnement pour nouveaux arrivants, formation sur les codes culturels, réseautage, bénévolat. Bref, à peu près en 1 mois, j'ai vraiment fait tout ça. J'ai trouvé un premier emploi et finalement un deuxième qui m'a amené à découvrir l'intrapreneuriat. Puis c'est ça qui, 2 ans et demi plus tard, lorsque je suis devenue résidente permanente, parce que souvent on remarque que le parcours professionnel des personnes immigrantes suit un peu leur parcours immigratoire. Ça a été vraiment mon cas en tout cas. Eh bien, je suis devenue entrepreneur au moment où j'ai eu ma résidence permanente. Et là, même chose. J'ai eu la chance de pouvoir me faire accompagner par des organismes. Je salue d'ailleurs Microcrédit Montréal, je salue Québec Tech, anciennement Startup Montréal, qui m'ont vraiment soutenue dans mon développement. Ouais. Exactement. Et puis, un peu comme beaucoup, je suis aussi retournée à l'école pour aller chercher des accréditations, chercher la légitimité pour pouvoir vraiment faire ce que j'aime, à savoir les relations au travail. Ouais. Donc, ouais, c'est un petit peu ça mon parcours. Puis, peut-être un dernier point pour, tu sais, c'est un peu ce que je retiens de ce parcours-là aussi, c'est le fait que dans toute cette aventure, j'ai eu la chance d'être accompagnée, puis à 80% de personnes, femmes, puis issues d'immigration de première ou deuxième génération. Et ça, je l'ai vraiment réalisé plus tard. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je m'en rendais pas compte, j'avais probablement beaucoup de biais. Et puis, les personnes que j'ai rencontrées en avaient aussi probablement pas mal. Ouais. Mais tu m'ouvres un petit peu la porte. Dans un contexte actuel où le marché du travail a beaucoup évolué, tu parlais de 2019 où tu es arrivé ici au Québec. Le marché de l'emploi a beaucoup changé. Et puis moi, j'observe beaucoup de choses. Il y a eu la pandémie et tout ça. Et j'entends encore beaucoup de gens qui ont la difficulté à se trouver un emploi, un premier emploi ici au Québec. Et particulièrement en ce moment, puisqu'il y a un contexte économique plus difficile et tout ça que je vous apprends rien, je serais curieux de vous entendre sur vos connaissances du marché actuel ou ce que vous avez entendu à cet égard en termes de difficultés là, pour les gens issus de la diversité. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'était entre 2019 et aujourd'hui, le marché a beaucoup changé. J'ai eu la chance, lorsque je suis d'arriver dans un marché où il y avait plutôt un contexte de pénurie de main-d'œuvre, donc qui s'est accentué pendant la pandémie. Exact. Or, à la sortie de la pandémie, on est plutôt dans une dynamique inverse. Donc, je comprends que pour les chercheurs d'emploi, c'est plus difficile, d'autant plus que il y a aussi d'autres changements. Je pense notamment aux changements technologiques, aux changements dans les conditions de travail, dans les conditions de collaboration. Donc là encore, il y a des enjeux pour certaines personnes qui peuvent rendre le marché du travail moins accessible pour certaines personnes. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est aussi ce que tu observes. Oui, bien, c'est sûr que nous, présentement, il y a quand même, on voit un ralentissement, que ce soit de l'incertitude, un peu moins, soit un genre de gel temporaire de budget, je dirais, ou carrément des coupures de postes. C'est la vérité. Il y a un ralentissement économique. Donc, à la base, bien, on sait qu'il va y avoir des restructurations RH. Ça arrive tout le temps, à chaque fois. Donc, ça, c'est
je dirais, un baseline là, ici. Par la suite, ce qui a tendance à arriver, c'est qu'on va rapidement rentrer dans nos biais. On est quand même anxieux, on est un peu en mode panique. Personne n'est relax à se dire « Oh, il faut que je coupe 100 postes. » C'est pas comme « ça va très bien aller ». Fait que malheureusement, quand on n'est pas bien, on rentre quand même dans nos biais. Donc, il y a comme une attention à faire. Tu sais, on parle beaucoup des biais dans le recrutement, mais moi, dernièrement, je parle beaucoup de c'est quoi tes biais dans tes coupures? Vas-tu avoir un biais relié à l'âge? Souvent, oui. Des personnalités avec qui ça clash. Tu sais, il y a des biais qui vont rentrer. C'est la vie. On n'est pas le plus objectif en tant que personne humaine. C'est la réalité. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit aussi en termes de biais dans nos choix stratégiques? Puis, oui, il y a présentement, puis c'est une difficulté temporaire, j'espère, qui va s'améliorer. Mais faut quand même se projeter dans 3 ans. Si tu coupes toute ta relève aujourd'hui, dans 3 ans, c'est qui va prendre le poste de X, Y, Z? Ou le contraire, si tu coupes tes personnes plus âgées, tes décisions stratégiques, il va sûrement en manquer. T'sais. Donc, on doit quand même faire des décisions réfléchies, malgré que peut-être que la situation économique nous affecte en point de vue de vente ou cash flow ou peu importe, là, même point de vue d'affaires, de prendre le temps quand même de faire des décisions plus réfléchies puis de faire attention à ses biais. Moi, j'invite ça. D'un autre côté, donc, c'est sûr que les groupes marginalisés vont avoir tendance à être plus affectés. Les biais sont démontrés, affectés plus amplement, plus de manière importante, différents groupes qui sont historiquement marginalisés en continu, comme LGBTQ+, ou des personnes racisées, ou des personnes immigrantes. Mais ça va quand même dépendre du type de poste. Donc, de faire un peu attention à ne pas aller trop en mode panique, peut-être. Faire des décisions réfléchies, puis faire attention à ses biais dans les 2 sens. C'est ce que j'invite collectivement comme effort. Mais oui, c'est sûr qu'on va voir... les populations marginalisées vont, malheureusement, comme d'habitude, être plus affectées. Ouais, effectivement. Parce que je remarque qu'on est plus dans un marché de, je sais pas si c'est le bon mot, de sécurité. Là, c'est intéressant de parler de coupure de poste, mais aussi dans le recrutement. Donc, qui dit sécurité dit apporter des billets, apporter des décisions parfois sans connaître l'ensemble, justement, des possibilités. Et ça touche évidemment les gens issus soit de l'immigration, de la diversité. J'aimerais qu'on parle de comment, justement, plus le côté plus, je dirais, structuré dans les organisations. Ça fait partie de votre rôle dans vos pratiques. Pourquoi c'est si important de structurer les démarches inclusives à travers des outils comme des diagnostics, des politiques internes? C'est très important d'y aller en mode et structure et action comme très transversal, tout autant qu'on y va pour du ponctuel et des trucs très précis. Puis un ne va jamais aller sans l'autre. Donc, une formation pour tous nos employés qui vont nous sensibiliser, ça va aller à un certain point, peut-être sensibiliser et ouvrir des œillères, puis ça, c'est super. Mais si ça ne s'enligne pas dans un plan d'action, une stratégie globale, t'en demandes à tes employés qui comprennent pas non plus pourquoi je participe à ça. C'est quoi le retour de mon temps aussi? C'est quoi le lien avec mon entreprise? Donc, si on parle d'activités de sensibilisation, on ne veut pas faire ça seul. Même chose pour si on y va plus précis dans le recrutement ou le onboarding inclusif. Si on ne se met pas des outils en place, ce qui arrive, c'est qu'on rentre dans le train-train et les mécanismes de tous les jours. Donc, il faut toujours se mettre un peu comme des barrières, des grilles réfléchies, des choses qui font que, à la place de rentrer dans mon automatisme, qui est malheureusement biaisé, ça c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, c'est pas une mauvaise intention, c'est juste que ça me prend des outils structurels qui m'arrêtent de prendre des décisions non éclairées ou qui me font allumer une lumière de « Oh, ça c'est un candidat ou une candidate qui me ressemble. Mon Dieu, j'ai un coup de cœur. Probablement pas moi qui devrais être la personne qui évalue cette personne. Est-ce que dans ta grille d'entrevue, tu te le demandes? Est-ce que post-entrevue, quelqu'un peut venir comparer ma perception? Ouais. Donc, la structure fait que à la place d'aller un peu au pif, et le gut feeling et le pif, c'est synonyme de biais. On vient limiter le tout. C'est impossible de, malheureusement, les éliminer, mais c'est beaucoup dans limiter les prises de décision qui viennent un peu du feeling. Mm-hmm.
Moi, je dis toujours qu'on a tous des billets. Je pense que c'est important de le dire, de le reconnaître. Ouais. C'est impossible, je pense, moi, si je me trompe, d'avoir aucun billet, là. Mais juste d'être conscient de quels sont nos billets, puis de pouvoir en parler avec notre équipe, ou en tout cas, c'est un sujet un peu délicat. Mais juste d'ouvrir la discussion, soit dans un processus de recrutement ou même à l'interne, je pense que ça ouvre quand même la porte à en être conscient. Exact. Si je peux compléter, effectivement, la nécessité de créer des espaces avec les personnes concernées, de réfléchir sur le moyen et long terme aussi. Parce qu'effectivement, lorsqu'on entre dans nos biais, souvent, c'est lorsqu'on est en réaction. Ça peut être face au stress, mais aussi, de façon générale, juste parce qu'on est dans l'urgence. Donc, voilà, je souhaitais simplement abonder dans le même sens, tout à fait. Puis parmi les gens qui nous écoutent, peut-être qu'un des inquiétudes, ou en tout cas freins pour des PME ou jeunes professionnels, c'est qu'est-ce que ça coûte, ou en tout cas ça peut représenter une certaine somme d'investir dans des politiques ou un accompagnement externe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça par rapport à la réalité d'une plus petite entreprise qui a peut-être moins de moyens? J'aime beaucoup que dans ta question, tu as parlé d'investissement. Ouais. Je pense que c'est le bon terme. C'est parfois perçu comme une dépense, alors que c'est un investissement. Alors après, combien on investit? À réfléchir encore une fois. Parce que lorsqu'on est effectivement une petite structure, eh bien, on va avoir peut-être certains moyens limités, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit rien faire. On peut commencer puis y aller pas à pas. Je pense que l'important, c'est d'avoir une continuité, de garder un effort constant et petit à petit y aller en amélioration continue plutôt que d'aller nécessairement tout de suite dans l'investissement très important et puis au bout de 6 mois, finalement, tout arrêter et puis se rendre compte que on n'a pas les résultats escomptés. Parce que bien souvent, dans ce genre de démarche, eh bien, il faut un peu de temps avant de trouver des résultats. Donc, voilà, mieux vaut... Vous diriez un horizon de combien de temps en général pour implémenter différentes pratiques ou politiques? Je comprends qu'il n'y a pas de formule c'est variable. Pareil pour chaque organisation, mais... Nous, de notre côté, en fait, c'est que je propose juste pas la même chose pour une plus petite structure, une moyenne structure, puis une large. Donc, à la base, il faut vraiment voir c'est quoi nos forces en tant que petite structure. Quand on est une plus petite équipe, on se connaît bien. Puis honnêtement, bien se connaître, c'est comme la clé en inclusion. Il faut miser sur ses forces et ses faiblesses selon notre taille. En fait, plus t'es une grande entreprise, plus c'est difficile de bouger le bateau, sensibiliser tout le monde, aligner tout le monde, puis avoir cette ouverture. Alors que les petites équipes, moi, je suis comme miser sur le fait que vous vous connaissez bien. Vous avez accès aux autres, à avoir des discussions plus informelles plus souvent, mais je dirais qu'une priorité, c'est comment je génère ces discussions de manière inclusive. Donc, on fait des choix plus comme des quick wins qui sont durables, alors que dans une grande entreprise, là, on va voir, OK, quel département ça va moins bien? Est-ce qu'on peut briser les silos? Est-ce qu'il y a une manière de retravailler, faire des collectes de données plus amples? Ça, c'est plus coûteux, mais ils ont plus de ressources. Donc, c'est vraiment une question de c'est quoi des étapes aujourd'hui que je peux mettre en place, aussi pour pas me retrouver avec une start-up qui, disons, explose. On passe de 10 personnes à 50 à 100, puis là, malheureusement, par accident, on a engagé plein de personnes qui se ressemblent, puis on a comme cliqué que, oups, il manquait un peu de perspective différente, du challenge. Puis là, tu veux que tout le monde soit inclusif soudainement? Là. Alors que ton équipe core de 10, qui est devenue 20, si elle avait été formée inclusive, on avait révisé certaines politiques et processus de base, pour vrai, ça se fait très bien en 5 heures de révision de processus politique de base, 2-3 formations ici et là sur 2 ans, puis quelques facilitations de groupe. Nous, on fait ça avec des petites entreprises. On fait même des cohortes de petites entreprises pour offrir des prix raisonnables. Okay. Donc, il y a des ressources qui sont différenciées selon la taille d'entreprise. Ouais. Puis je rebondis un petit peu là-dessus pour toi, Caroline. On parle beaucoup de taille d'entreprise, mais il y a aussi des secteurs. Moi, j'observe qu'il y a des secteurs qui sont plus difficiles à faire changer les choses, disons ça comme ça, pour pas le nommer certains secteurs, mais il y a encore des boys clubs, il y a encore des industries, c'est-à-dire, où très difficile à faire changer. Je pense que c'est un grand sujet, mais je suis curieux de t'entendre, Caroline, à cet égard. Oui, tellement, absolument. Et
Tu sais, moi, ce que je pense qui est vraiment important, c'est de partir de là où sont les entreprises et de le reconnaître, puis de partir des gens. Tu sais, dans une entreprise, si le leader n'est pas ouvert à ça, on peut engager une conversation, puis aller voir d'où viennent ces résistances, puis voir qu'est-ce qui pourrait être fait, mais sans forcer. Je pense que plus on va nous-mêmes en résistance et forcer pour intégrer certaines choses, moins le bateau, justement, va tourner. Au contraire, parce que les gens ont besoin de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que certains changements sont nécessaires? Alors d'ailleurs, souvent, l'une des premières questions lorsqu'une entreprise vient me solliciter, puis me dit « mais j'aimerais ça, faire une transformation. » OK, alors d'où vient c'est quoi le contexte? D'où vient cette volonté soudaine de faire ce changement? Y a-t-il peut-être des obligations légales? Y a-t-il peut-être eu un événement spécifique qui s'est produit dans l'entreprise qui fait que ça va amener certains changements? Mais à quel point ces changements sont réellement souhaités ou à quel point ils sont imposés? Donc, je pense que ça nécessite d'avoir une conversation ouverte, authentique avec les décideurs, et ensuite d'inclure l'ensemble du personnel et pas de laisser juste quelques-uns décider pour tout le monde. C'est un bon point parce qu'il y a différents secteurs, dont la culture, où depuis plusieurs années, il doit y avoir un minimum en termes de gens issus de la diversité pour obtenir certaines subventions. Donc, j'imagine que ça l'a forcé, entre guillemets, différentes organisations à devoir repenser, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais effectivement, de bien comprendre à la base qu'est-ce qui a incité à vouloir prendre action, en tout cas, une démarche en ce sens. On peut pas parler de l'intelligence artificielle qui fait quand même partie de nos réalités actuellement, mais qui est aussi impactée par, oui, les processus de recrutement, mais aussi par nos outils internes. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce sujet-là. Au sens plus large, ce que j'entends beaucoup au quotidien, c'est au-delà des gens de la diversité, au sens large, les gens qui appliquent dans les organisations aujourd'hui, parce que pour les gens qui le savent, vous devez le savoir, c'est-à-dire, il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour filtrer les candidatures et même parfois des entrevues vidéo qui sont filtrées par du AI ou de l'IA en français. Selon vous, c'est quoi les défis ou les opportunités que ça apporte pour les organisations, mais aussi les candidats dans le marché? Je pense que le gros défi qu'on entend beaucoup puis qui est la réalité, c'est que les outils d'intelligence artificielle ont été basés et développés sur des perspectives très biaisées et non diversifiées. Et donc, malheureusement, elles vont avantager les groupes qui sont déjà privilégiés ou déjà avantagés. Et malheureusement, ça peut perpétuer des biais. Donc, il faut faire attention avec tout ce qui a trait à l'analyse de CV, puis aussi l'avancement de carrière là, avec les profils XY. Ça va souvent aller chercher les mêmes types de profils ou exclure carrément certains genres. Donc, on a vu dans certains avancements, d'outils d'avancement, même les femmes étaient désavantagées. On ne parle même pas de groupes marginalisés plus pointus. Là. Donc, il y a effectivement quand même à réfléchir que ces modèles sont basés sur des biais et des données biaisées. Et donc, il faut quand même se dire comment je l'utilise à bon escient. Est-ce qu'il y a des manières que je peux changer certains filtres? Ça va dépendre de votre outil. Là. Des fois, il y a des analyses de CV rapides, mais est-ce qu'on peut enlever la partie le nom? Donc, ne pas analyser le nom, par exemple. Enlever certaines parties. Et là, enlever aussi l'affaire le nombre d'années d'expérience. Est-ce qu'on peut être plus flexible? Donc, aller vers la flexibilité dans les filtres versus aller trop précis puis se retrouver potentiellement à perpétuer des biais. Là. Oui, je crois aussi que l'IA offre des opportunités pour les recruteurs, pour les employeurs et aussi pour les candidats. Maintenant, c'est plutôt de réfléchir à comment est-ce qu'on va intégrer ces outils-là dans le quotidien de façon à ce que ça réduise réellement certains biais tout au long du processus. Donc, de garder quand même le contrôle sur ces processus et sur cette utilisation-là. Puis, si on regarde un petit peu plus globalement, ce matin encore, Valérie Pisano, présidente de Mila, se prononçait sur le sujet et puis elle rappelait à quel point l'évolution de l'IA
avance très vite et donc nécessite, oui, une conversation accélérée sur le sujet avec toutes les parties prenantes pour discuter à la fois des opportunités et des risques que ça représente. Je parlais tantôt de la journée sur l'accessibilité. Effectivement, pour certaines personnes qui ont des handicaps, eh bien, l'utilisation de l'IA peut faciliter leur quotidien, que ce soit pour une assistance rédactionnelle, parce que ça prend du temps ou parce que c'est plus laborieux pour elles. Maintenant, de l'autre bord, il y a l'enjeu de la littératie technologique. Est-ce que petit à petit, ou plutôt de plus en plus que l'IA avance, ça ne crée pas justement un élargissement de ce fossé déjà grand entre les personnes qui ont les compétences pour pouvoir utiliser ces technologies-là et puis les autres qui ne les ont pas, quels que soient leurs âges, leurs origines, etc. Effectivement, les défis, opportunités, c'est clair. Puis, ça me fait penser qu'on parle de IA, mais il y a aussi les outils qui sont utilisés dans le cadre d'un processus. Moi, ça me fait penser à les fameux tests psychométriques. Je ne sais pas si vous en connaissez plusieurs. Nous, on avait un fournisseur avec qui, pour pas le nommer, avec qui on travaillait, qui est vraiment génial. On s'est rendu compte à travers le temps que les gens qui étaient issus de la diversité avaient souvent, parce qu'il y avait une portion chronométrée, et ça venait un peu biaiser les résultats. Et nous, on était en mode vouloir mettre tout le monde sur le même piédestal, d'avoir une certaine équité, mais ça venait vraiment affecter les résultats, même point de vue aptitude de gestion, etc. Je ne sais pas si vous avez observé ce côté-là biaisé de certains outils tels que les tests psychométriques ou autres. Ouais. Mais c'est ça, comme je disais, là, on le voit quand même récurremment, là, que ce soit des tests psychométriques, filtrage de CV, analyse de CV, mais même l'utilisation de l'IA pour choisir vos profils gagnants pour la promotion ou devenir des hauts dirigeants et dirigeantes. Ça, c'est récurremment, on le voit là, statistiquement, les groupes issus de diversité, que ce soit en situation de handicap, les groupes qui sont même des femmes. Puis là, oublions donc, là, genre femmes racisées, etc. On est de plus en plus dans la marginalisation et dans moins d'accès à la promotion ou l'espace même ou le poste XY donné. Donc, il faut juste l'utiliser avec cette perspective. Mais par contre, on peut vraiment s'aider. Puis, tu sais, une petite structure qui n'aurait pas le temps d'analyser comme il faut les CV. Si on choisit les bons critères, puis on peut retravailler le tout, puis on se dit, OK, je ne vais pas me baser juste là-dessus. Bien là, je pense qu'on peut vraiment aussi en voir des opportunités. Donc, ça va dans les deux sens. Tout autant qu'une personne immigrante, par exemple, qui applique, pourrait probablement bonifier son CV, sa lettre de motivation pour avoir peut-être le référent culturel nécessaire. Donc, il va toujours avoir les deux sens, mais c'est à nous, en tant qu'employeurs, dirigeants, dirigeantes, de se dire comment je fais pour l'utiliser, moi, avec éthique, puis avec la bonne vision là, derrière. Qu'est-ce que moi, j'en retire, puis comment je fais pour limiter les biais. Parce qu'évidemment, on ne va pas commencer à se dire qu'on ne va pas l'utiliser, l'IA. Là. Soyons réalistes. C'est inévitable. Non, je ne penserais pas. On doit rester dans le flow. Donc, mais pour moi, les outils viennent soutenir un processus. Ce n'est pas le seul élément qui viennent déterminer qui devrait avoir un poste, selon moi. Toutes les entrevues, la culture interne, bref, toutes des choses que vous connaissez déjà. Mais comment on peut s'assurer justement que les processus de recrutement aient le moins de biais possible? Là, je parle peut-être plus d'une entrevue. Là, on a parlé beaucoup des outils. C'est un petit peu ce que tu disais tantôt, de réfléchir en partant à tout le processus, puis peut-être standardiser certaines choses, notamment les questions d'entrevue, pour que tout le monde ait les mêmes questions, puis qu'il n'y ait pas, à un moment donné, parce que on est pris par un biais, tiens, il y a des références culturelles similaires entre le recruteur et le candidat qui pourraient nous amener à peut-être sauter une question ou alors aller vers d'autres questions qui n'ont pas rapport. Donc, d'avoir une grille quand même d'entrevue qui soit uniforme, qu'on se la tienne, puis surtout qu'il y ait peut-être un comité de sélection, donc que ce ne soit pas juste une personne qui soit en charge de tout le processus, du début à la fin, pour pouvoir se donner de la rétroaction, pouvoir éviter au maximum de tomber justement dans ces raccourcis qui
qui peuvent nous jouer des tours assez rapidement. Oui, exact. Nous, c'est ça qu'on offre. Là, on a une grille d'entrevue qui est révisée, où on révise les grilles d'entrevue. OK. On a comme des ajouts de questions pour se poser des questions sur soi-même aussi. Donc, on a comme une checklist rapide pré-entrevue. Lis ça 5 minutes, là, prends un petit pouls, puis replace-toi un petit peu. Donc, on a cette checklist-là, on révise les grilles d'entrevue pour que ce soit justement plus standardisé, puis ça prenne en compte peut-être la DEI. Ça dépend des employeurs, mais il y en a que, comme voulez-vous même l'intégrer comme valeur, comme une question, etc. On voit aussi que la génération plus jeune le demande en entrevue. Avez-vous un plan diversité, équité, inclusion? Oui. Avez-vous un plan ESG? Mes clients sont comme souvent un peu mal pris avec cette question. Donc, on aborde ça aussi. Donc, on voit aussi qu'il y a un changement de pouvoir. Sinon, c'est post-entrevue. Même chose. La checklist post-entrevue. Penses-tu qu'il y a eu des biais? Penses-tu que tu as peut-être poussé un peu trop loin parce qu'il y avait un petit clash de XY? Si possible, minimalement un duo. Puis, on encourage que ton duo, ce soit pas ta meilleure amie au travail. Va chercher la personne avec qui les discussions sont un petit peu plus difficiles ou j'ai normalement l'impression qu'ils révisent longtemps mes documents. Cette personne-là, c'est celle-là que j'ai besoin de faire une entrevue. T'sais, introverti, extraverti, plus analytique, un peu plus créative. C'est le genre de clash qu'on va essayer d'amener en entrevue. Mais il y aura toujours des biais, mais c'est le genre de choses qui nous aident. Puis attention à éliminer toute question qui est reliée à coup de cœur, gut feeling, le fit. Le fit. Fameux fit. Vous pouvez avoir un fit basé sur les valeurs de l'entreprise, ça va. Mais ça devrait être des questions standardisées sur les valeurs. Pas, pensez-vous, vous avez un fit de valeurs, tout ce qui est dans le pensez-vous, etc. Donc, des questions standardisées sur les valeurs de l'entreprise. Mais un fit avec l'équipe, là, ça, c'est le plus gros biais en entrevue. Uh-huh. Ouais. Ah oui, puis ça me fait penser aussi à l'évaluation des compétences. Parce qu'évidemment, les candidats sont encore amenés à envoyer leur CV, leur lettre de présentation, dans lesquelles les compétences sont présentées, et puis souvent en lien direct avec l'offre d'emploi. Puis peut-être d'amener les candidats à présenter, à démontrer leurs compétences dans le cadre d'un exercice, plutôt que d'en déduire, nous, en tant que recruteurs, les compétences qui sont parce qu'on peut tout à fait, encore une fois, parce qu'on a un feeling que ça va être le bon candidat pour l'équipe. C'est sûr que oui, la personne a toutes les compétences, assurément. On cherche aussi, juste un ajout, là, à offrir des accommodements en amont. Oui, on oublie tout le temps de dire, est-ce que vous avez besoin d'accommodements? Puis si la personne ne peut pas être en personne, essayez de voir si en ligne, il va y avoir peut-être un petit X si vous vouliez vraiment que ça soit en personne, mais essayez de le prendre quand même tel quel. Sinon, pour des personnes peut-être neurodivergentes ou neuroatypiques, ça peut être aidant d'envoyer les questions en amont. Puis ça, c'est comme drôlement découragé. Mais c'est quoi le problème à permettre à certaines personnes qui peut-être l'impro ou être un peu plus comme ont besoin de travailler sur certaines capacités interrelationnelles? C'est quoi le problème de leur envoyer des questions à l'avance? Tu sais, on a tellement ce bug. Donc, essayez de sortir un peu de ce qu'on voit, puis des sentiers battus, puis vous allez avoir des candidates différentes. Puis c'est ça l'objectif, right? Est-ce que selon vous, on a beaucoup parlé de recruteurs, mais c'est pas que le recruteur qui s'occupe du recrutement, des gestionnaires, en cabinet, et recrutement à l'interne. Est-ce que selon vous, c'est un enjeu de formation des gens qui sont en charge du recrutement, qui est un défi? Parce qu'on parle beaucoup de ce que tu me parles, j'ai beaucoup vu en grande entreprise des super bonnes pratiques, mais c'est pas le cas dans les plus petites organisations, ou en tout cas de ce que j'ai observé. Est-ce que c'est un défi de formation, de formation, et puis aussi peut-être d'habitude, parce que pendant longtemps, on a fait d'une certaine manière, et là, les pratiques évoluent. Donc, ça nécessite une réadaptation ou une adaptation pour les personnes qui ont développé des habitudes qui, selon eux ou elles, fonctionnaient très bien. Donc, il y a aussi probablement ça. Puis oui, le manque de formation, mais ça, je dirais que c'est général. La sensibilisation et la formation sur l'inclusion et toutes les questions même de diversité, équité et inclusion au sens large, je pense qu'on est tous et toutes concernés.
Oui, ou sinon le pourquoi, le retour sur investissement. Tu sais, des fois, on oublie un peu le... Moi j'adore la DEI pour les valeurs, mais il y a un côté business, puis il faut le présenter, surtout pour des plus petites structures, je suis d'accord. Notre temps et nos priorités sont comptés. Puis moi, tous les jours, je cours. Fait que je m'inclus là-dedans. On court tout le temps, fait qu'on coupe les coins ronds, malheureusement, c'est la vérité. Donc, il y a peut-être aussi juste un baseline à mettre en place de... Bien, ça améliore ta rétention, ça améliore ton potentiel d'acquisition, d'innovation, et tu es littéralement plus profitable. C'est ça que les études démontrent. Donc, un alignement avec les valeurs de l'entreprise, mais un alignement avec les objectifs stratégiques et carrément ton innovation et ta profitabilité, ça aide à convaincre un peu le « Ah, OK, je comprends maintenant pourquoi je vais prendre du temps aujourd'hui pour avoir un retour sur investissement sur le durable. » Donc ça va aider. C'est un bon point dans un contexte actuel là, d'économie. Qu'est-ce que vous direz depuis les 2 dernières années? Il y a un certain... parce qu'en tant qu'entreprise, il faut faire des choix sur qu'est-ce qu'on investit et tout ça. Et peut-être que c'est pas la priorité en termes d'investir au niveau de tout ce qui est EDI. Est-ce que vous avez vu une tendance à la hausse, à la baisse des organisations? C'est très variable. Ouais. Une tendance, je ne sais pas. En tout cas... je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont très sensibles au contexte socio-économique et aux changements qui s'y passent parce que ça les concerne directement, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Donc, il y a une veille importante qui est faite pour savoir comment s'adapter dans ce contexte-là. Et effectivement, dans un contexte d'incertitude, on a besoin d'innovation. Et l'innovation est permise grâce à la diversité des perspectives, des profils, des parcours, des histoires, des personnes. Donc, je pense que ça commence à être mieux compris dans les milieux. Mais il y a encore il y a encore du chemin à faire. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Ça me fait penser, je suis peut-être un peu hors sujet, mais quand même intéressant. De mon côté, on est beaucoup dans des recrutements de gestionnaires et on supporte différentes communautés, LGBT, autochtones et autres. Et ce qu'on remarque, c'est parfois il y a vraiment un défi. Il y a peu de gens issus de la diversité qui sont dans des postes de soit haute direction ou direction intermédiaire. C'est la réalité. Puis parfois, on est confronté à ça. C'est triste, c'est dommage. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans les dernières années, mais quand même, comme tu dis, il y a beaucoup encore de chemin à faire. Comment vous réagissez à ça? C'est une question qui malheureusement va sur l'historique. Dans le fond, il y a plusieurs choses qui jouent sur ce point-là. Donc, le point 1, que à la base, plus on va dans des postes hauts et hiérarchiques, plus l'informel va potentiellement jouer, surtout pour des postes de hauts dirigeantes, comme on dit, le plafond de verre. Donc, c'est quoi l'informel qui m'aide à gagner ce client de plus en allant jouer au golf, littéralement. Donc, tu sais, c'est une blague, mais ça existe encore. Je le vois encore aller chez mes clientes. Donc, on en rit, mais c'est encore présent. Mais sinon, donc, on voit qu'il y a le fait qu'il y a plus en plus de biais, puis il y a plus de chances d'avoir créé une genre de chambre à écho, donc des personnes qui se ressemblent et qui vont puiser des personnes qui leur ressemblent. Puis, dans ce sens-là, donc des profils plus de groupes sous-représentés vont avoir tendance à avoir moins accès et donc aussi avoir moins d'opportunités de venir présenter une candidature d'une personne qui est formée et qui a déjà 3-4 ans d'expérience en tant que gestionnaire, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, est-ce que les personnes ont eu l'opportunité? Est-ce qu'on a des CV diversifiés? Est-ce qu'on va chercher les personnes à la bonne place? Souvent, je vois beaucoup d'erreurs dans où tu cherches les personnes et comment. Beaucoup de référencement, etc. Mais c'est quoi nos processus de promotion? Est-ce qu'ils sont variés selon différentes capacités, différents profils? Puis est-ce que des fois, des plafonds de verre qu'on a créés, genre un peu par accident? Je dis vraiment pas que c'est intentionnel, c'est souvent accidentel. C'est l'amalgame de tout ça qui fait que c'est pas facile de soit trouver cette candidature et diversifiée et formée avec les 5 ans à 10 ans d'expérience. C'est ça, plus senior. C'est ça. Ou, peut-être que notre manière d'aller recruter n'est pas ouverte à des personnes différentes. Je pense que c'est pas propre à une organisation, selon moi, mais vraiment propre au marché. Là. Et si tout le monde mettrait du sien, était conscient de ça, il y aurait beaucoup plus de gens dans des postes de gestion issus de la diversité. Toi, Caroline, est-ce que tu avais... Oui, je pense aussi au conseil d'administration, parce que là, on parle évidemment de
des gestionnaires, des employés, mais effectivement, on retrouve cette même tendance-là, cette même sous-représentativité dans les conseils d'administration, que ce soit des OBNL ou des entreprises privées. Donc, je sais qu'il y a, puis là, je salue aussi Concertation Montréal qui œuvre fort pour justement rendre plus inclusifs les instances décisionnelles. Mais ça nécessite d'en parler davantage, de sensibiliser les organisations qui pensent faire de leur mieux. Je pense qu'on a une opportunité aujourd'hui, justement, avec le vieillissement de la population et le fait que, oui, certains ont besoin de préparer leur relève. Donc, c'est un bon moment, c'est une bonne période pour sensibiliser les hauts dirigeants, les gestionnaires, pour qu'ils préparent leur relève avec, notamment, plus de diversité. Absolument, absolument. On arrive à la fin de ce balado. Donc, pour vous deux, si vous aviez une leçon à transmettre à une personne nouvellement arrivée au Québec qui cherche un emploi, qu'est-ce que vous diriez? Alors moi, mon conseil, ce serait de s'entourer parce qu'il y a beaucoup de ressources ici au Québec, beaucoup d'alliés qui vont pouvoir accompagner cette personne pour se préparer au mieux et surtout arriver à se valoriser, reconnaître ses compétences. Parce que je crois que c'est ça, quand on arrive d'un autre pays, parfois c'est difficile de bien définir, identifier ses propres compétences. On a toujours l'impression de ne pas en avoir assez. Donc, mon conseil, ce serait de bien s'entourer pour pouvoir réussir et trouver sa voie. Oui, moi aussi, j'irais vraiment avec les ressources en insertion professionnelle. Aussi à parler avec d'autres personnes immigrantes qui ont eu peut-être un cheminement de carrière pas des plus faciles. Je sais que mes parents, si on avait eu plus de connaissances, je pense qu'on aurait pu faire des meilleurs choix. Mais ça, c'est vraiment aujourd'hui, 1000 ans plus tard. Je suis comme vraiment, on le sait. Mais ça serait quand même du beau contenu à offrir à une autre personne. Donc, entourez-vous de personnes qui sont québécoises, entourez-vous de personnes qui sont aussi immigrantes. Allez chercher de la diversité aussi dans vos mentors. Puis, c'est toujours aidant une personne qui vient de votre propre pays, là, parce que vous allez plus pouvoir vous aider en termes de référents culturels. Ça va beaucoup aider en termes de faire les bons choix, mais se valoriser, j'avoue que c'est la meilleure chose. Là. Aujourd'hui, les gens sont plus ouverts et aussi alertes. Donc, on va mieux valoriser aussi cette perspective et le fait qu'on vient d'ailleurs puis qu'on amène des perspectives, des expériences vécues différentes. Fait que comment utiliser ça à bon escient? Parce qu'il y en a des employeurs qui cherchent vraiment absolument, ça. Absolument. Donc, c'est comme un gros plus, tu sais. C'est beaucoup par réseau pour toute personne. Puis je suis d'accord. Puis moi, je pense que c'est beaucoup aussi comment s'outiller en termes de comment faire une bonne entrevue. Parce qu'après ça, il y a d'avoir l'opportunité de faire une entrevue, une personne qui vous donne la chance, mais toutes les ressources derrière pour comment bien se présenter en entrevue, quoi ne pas faire, quoi faire. Donc, moi, je pense que ce serait aussi ça à considérer. Puis d'être tenace dans vos démarches. Je sais peut-être que vous êtes en recherche en ce moment puis c'est pas facile. Ça peut paraître banal de le dire, mais vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Il y a des ressources. Puis effectivement, votre réseau est là pour vous soutenir. N'hésitez pas à aller dans les événements, parfois qui peut paraître banal, ça peut être gênant, mais qui peut permettre d'ouvrir une porte qui peut être surprenant pour vous, ou ça peut être dans une implication sociale qui vous amène une opportunité. Ouais. Ah oui, j'aime beaucoup. Puis-je rebondir sur ce que tu viens de nommer? C'est vraiment d'aller considérer, lorsqu'on est dans des événements de réseautage, qu'on rencontre beaucoup de monde, considérer toutes les personnes que l'on rencontre comme des humains, pas seulement comme des recruteurs potentiels, comme des humains, et on va effectivement s'ouvrir à des opportunités insoupçonnées. Ouais. Moi, je le dis souvent, un contact à un certain moment ne veut pas nécessairement dire que ça va se concrétiser maintenant, quoique parfois on le souhaite, parce qu'on est en recherche, on a besoin d'avoir quelque chose de précis, mais ce contact-là peut nous servir dans notre carrière plus tard. Donc, je suis d'accord avec toi par rapport à cet élément-là. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on n'a pas discutées que vous souhaitiez, en terminant, aborder? Non, le dernier conseil, ce serait contacter la tête chercheuse. Ben oui, vraiment une belle équipe. Ou vos organisations pour le soutien en termes de politique. Oui, effectivement. Les deux, nous, on peut accompagner du côté employeur puis vous aider à un recrutement. Fait que je pense qu'on a toute la petite perspective inclusive là, à offrir là, ici. Là.
Bien, merci à vous deux encore d'avoir participé. Merci. Merci à vous deux. Merci tout le monde.